Un lourd fracas déchira le silence lorsque la porte de la chapelle privée se referma brusquement, résonnant à travers les couloirs du palais apostolique comme un coup de feu. Le pape Léon XIV se tenait là, seul dans la pénombre, serrant contre lui un dossier rouge marqué du sceau de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Suivez-moi dans ces secrets de l'Église, car à l'intérieur de ce carton se cachait un nom capable de briser le Vatican en deux. Pas lui, pas encore, murmura-t-il dans le vide. Nous étions le 1er juin 2026, un dimanche où le Saint-Siège s'enfonçait dans un calme suspect. Presque tous les hauts prélats avaient fui Rome pour ce long week-end, abandonnant les galeries désertes aux garde-suies impassibles. Pourtant, au 3e étage du palais apostolique, le cabinet de travail du souverain pontife ignorait tout du repos. Sous les plafonds peints, Léon XIV croulait sous le poids d'un scandale financier couvant depuis des mois. Un secret qu'il avait tenté d'étouffer, mais qui menaçait désormais d'exploser. Tout avait commencé 3 jours plus tôt, le jeudi 29 mai 2026. Cet après-midi-là, l'archevêque Edgar Peña Parra, substitut pour les affaires générales, était entré sans audience préalable, transgressant le protocole strict auquel ce prélat vénézuélien tenait tant. « Edgar, que se passe-t-il » avait demandé le pape en levant les yeux, tandis que son visiteur posait une enveloppe Kraft sur la table. « Très Saint-Père, l'urgence de la situation exige votre attention immédiate », annonça le prélat d'une voix blanche. « N'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette enquête avec nous. » En brisant le sceau de l'enveloppe, Léon XIV découvrit 3 pièces compromettantes. D'abord, un audit financier confidentiel du contrôleur général datant de janvier 2026, resté mystérieusement secret. Ensuite, des transcriptions d'écoutes accablantes entre 2 cardinaux influents. Et enfin, un cliché pris au luxueux hôtel Hasler, au-dessus de la place d'Espagne. Sur cette image prise à la dérobée, 3 silhouettes se détachaient autour d'une table basse, complotant loin des regards. Parmi les personnages photographiés, on distinguait un prince de l'église vêtu en simple civil. À ses côtés siégeait un promoteur immobilier italien extrêmement influent à Rome. Le visage du 3e homme demeurait dans l'ombre, mais l'anneau sigillaire brillant à son doigt ne laissait aucun doute sur son identité. Quand cette scène a-t-elle été capturée, s'enquit le pontife. En novembre 2025, soit il y a 6 mois, répondit son interlocuteur. L'enquête révélera qu'un employé de l'hôtel, ayant reconnu le cardinal, avait transmis ce cliché à un journaliste d'investigation. Ce n'était que le prélude d'une crise sans précédent qui allait ébranler la curie. Loin d'être un ecclésiastique de second plan relégué au fond d'une province oubliée, cet homme régnait sur l'administration vaticane. Il s'agissait du cardinal Giovanni Battista Re, figure incontournable ayant servi sous 3 pontificats différents. À 92 ans, le doyen du Sacré Collège, nommé par le pape François en 2020, incarnait la mémoire vivante de l'institution, le dernier pont jeté vers Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est lui qui avait présidé le conclave élisant Léon XIV en mai 2025. Mais derrière ces discours officiels prônant la rigueur et la transparence, se cachait une réalité financière beaucoup plus sombre. Les pièces confidentielles contenues dans l'enveloppe révélaient pourtant des agissements d'une toute autre nature. L'audit financier mettait en lumière des mouvements de fonds suspects s'élevant à près de 14 millions d'euros, ayant transité par 3 sociétés écrans entre septembre 2024 et mars 2025. Cette fortune provenait directement de l'administration du patrimoine du siège apostolique, l'organisme gérant la fortune immobilière du Vatican. Les autorisations de transfert portaient des codes administratifs secrets exigeant la signature personnelle de Re, dont le bureau échappait à tout contrôle indépendant depuis des décennies. Cette officine autonome ne rendait de compte à personne d'autre qu'à elle-même. Les enquêteurs durent admettre que le montage financier était d'une précision diabolique. Pour ne pas éveiller les soupçons des censeurs, chaque virement avait été fractionné pour rester sous le seuil des 2 millions d'euros, justifiés par de fausses factures de conseil. 14 millions d'euros s'étaient ainsi volatilisés, blanchis à Malte, au Luxembourg et dans des paradis fiscaux des Caraïbes. Ces fonds ecclésiastiques servaient en réalité à financer de luxueux projets immobiliers dans le sud de l'Italie, pour le compte de partenaires privés du promoteur véreux. Ces somptueuses résidences appartenaient à des proches de l'homme d'affaires aperçu sur la photo. Blême, le pape Léon XIV se leva pour observer la place Saint-Pierre depuis sa fenêtre, où la foule de touristes s'agitait comme des fourmis sous l'ombre étirée du grand obélisque. « Depuis quand êtes-vous au courant ?» demanda le pontife sans même se retourner. « J'ai reçu l'audit il y a 3 semaines,
et j'ai pris le temps de tout vérifier, murmura le prélat. 3 semaines, répéta le pape d'un ton glacial. Vous avez gardé cela secret pendant 21 jours. Très Saint-Père, je devais absolument acquérir la certitude absolue de ces faits dévastateurs. Une fuite prématurée de ces documents aurait déclenché un cataclysme planétaire, tenta de se justifier l'archevêque. Le désastre est déjà sous nos yeux, Edgar, rétorqua sèchement le pape en convoquant le secrétaire d'État, Pietro Parolin. À 71 ans, ce diplomate aguerri avait traversé les tempêtes de 4 pontificats successifs et connaissait les moindres secrets de l'administration vaticane. Arrivé en 20 minutes, Parolin parcourut le dossier sans laisser paraître la moindre émotion. Il retira calmement ses lunettes, les posa sur la table de bois sombre, puis murmura que ce genre de dérive n'était malheureusement pas une nouveauté. S'approchant de son bureau, le souverain pontife exigea immédiatement des explications détaillées. Parolin lui révéla qu'en 2019, des malversations similaires avaient été détectées au sein du patrimoine immobilier du Saint-Siège. Le pape François en avait été informé, mais l'affaire fut étouffée en interne sans aucune enquête publique. Les coupables avaient simplement été mutés et les dossiers scellés. Vous et moi comprenons ici l'engrenage classique du secret d'État Vatican, où l'on choisit de protéger l'image de l'Église plutôt que de faire éclater la vérité. Un héritage de silence que Léon XIV refusait désormais d'accepter. Ainsi, mon prédécesseur savait tout, constata le pape d'un ton dénué de toute illusion. Face au silence embarrassé de son secrétaire d'État, Léon XIV comprit que le pape François avait simplement choisi l'option politique qui préservait le trône de Saint-Pierre de la tempête médiatique. Se levant pour arpenter son bureau austère, encombré de piles de livres et d'un simple crucifix de bois, le souverain pontife prit sa décision historique. « Je refuse de suivre cette voie », affirma-t-il avec force. « Cette Église ne se cachera plus derrière des mensonges d'appareil. La vérité doit être dite, quelles qu'en soient les conséquences. » Proposer la transparence était pourtant bien plus aisé que de l'appliquer réellement face à l'abîme qui s'ouvrait devant lui. Le pape ignorait encore que le gouffre dépassait de loin ses 14 millions d'euros. Dès le lendemain matin, le 30 mai, il réunit en urgence le Conseil des cardinaux conseillers, ce fameux cercle restreint appelé le C9, qu'il avait lui-même réorganisé. Des figures de proue comme les cardinaux Ambongo de Kinshasa, Holéric du Luxembourg ou encore l'américain O'Malley prirent place dans la salle Bologne, au 2e étage du palais apostolique, conscients qu'un événement d'une gravité exceptionnelle venait de se produire. Dans l'ambiance calfeutrée de la pièce, aucun secrétaire ni aucun appareil d'enregistrement n'avait été autorisé. Seuls face à leurs responsabilités, les cardinaux écoutèrent Léon XIV dévoiler les preuves accablantes de l'audit et de la complicité passive de l'ancien pontife. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée avant que le cardinal O'Malley, habitué aux crises dévastatrices à Boston, ne prenne la parole. « Très Saint-Père, si ces faits s'ébruitent sans que nous ne maîtrisions la communication, ce sera un désastre absolu pour notre Église, » prévint-il, rappelant les blessures encore ouvertes du procès Berthelot. Son analyse était d'une justesse effrayante. Plongeons ensemble dans les couloirs sombres du pouvoir pontifical, là où l'affaire du cardinal Angelo Berthelot a laissé une cicatrice indélébile. Accusé de malversation financière majeure liée à un obscur achat immobilier à Londres, ce haut prélat avait été inculpé par le pape François en 2020. Mais après des années de procédures interminables, un tribunal d'appel du Vatican a prononcé un non-lieu pour vice de forme, pointant du doigt les erreurs du souverain pontife et de ses procureurs. Alors qu'un nouveau procès était fixé au 22 juin 2026, à peine 3 semaines plus tard, une nouvelle affaire éclate. Encore un cardinal, un énième scandale d'argent, des sociétés écrans et des fonds blanchis. Nous ne pourrons pas étouffer l'affaire cette fois, a lâché le pape Léon XIV. Une terrible certitude planait dans l'air, et le cardinal Ambongo, connu pour son franc-parler légendaire, s'est avancé pour briser le silence en affirmant que d'autres complices se cachaient sûrement dans l'ombre. À sa question sur le nombre d'initiés, la réponse fut glaciale. Seules 5 personnes étaient au courant, dont le journaliste, le cardinal Parolin et le pape lui-même. Le cardinal Ray, quant à lui, ignorait que son secret était percé. Une onde de choc traversa l'assemblée. Les implications étaient vertigineuses. Le doyen du collège des cardinaux, celui qui avait demandé à Robert Prévost s'il acceptait sa charge pontificale, n'était peut-être qu'un vulgaire criminel. L'homme qui avait glissé l'anneau du pécheur au doigt de Léon XIV pillait l'Église. Face à cette crise,
Le jésuite luxembourgeois, le cardinal Ulrich, a immédiatement soulevé une objection de taille. À 92 ans, affronter le cardinal Ray publiquement risquait de braquer l'opinion publique, qui accuserait le Vatican de s'en prendre à un vieillard sans défense pour en faire un bouc émissaire. Mais le pape a rétorqué que le silence serait perçu comme une nouvelle tentative de dissimulation. Pourtant, le danger principal ne résidait pas uniquement dans ce détournement de fond. C'est le cardinal indien Gracias qui a posé la question que tout le monde redoutait. Très Saint-Père, qui est donc ce second cardinal qui apparaît dans les écoutes secrètes aux côtés du doyen Ray? Un lourd silence s'installa alors que le souverain pontife parcourait du regard l'assemblée de ses conseillers. Il avait sincèrement espéré que les seules preuves financières suffiraient pour agir sans dévoiler ce nom, mais le mensonge n'était plus une option. Le second cardinal impliqué, murmura-t-il, est Victor Manuel Fernandez. L'onde de choc fut totale. On parle ici du préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, nommé par le pape François en 2023. Un homme déjà controversé pour ses écrits passés sur l'intimité physique, mais surtout l'auteur de Fiducia Supplicans, ce texte autorisant la bénédiction des couples de même sexe qui avait manqué de diviser l'Église à la fin de cette même année. C'est pourtant le nom de ce proche du pape qui figurait désormais noir sur blanc dans des écoutes confidentielles liées au blanchiment de 14 millions d'euros. Certes, les messages n'indiquaient pas que Fernandez avait participé activement aux transactions frauduleuses, mais la vérité était presque pire. Il prouvait qu'il savait tout, depuis au moins décembre 2025. Un collaborateur de son dicaster avait découvert le poteau rose lors d'un simple contrôle de routine et l'avait immédiatement alerté. Au lieu d'agir, le préfet avait choisi de fermer les yeux. Il n'avait transmis aucun rapport, n'avait prévenu personne. Maintenant, un silence coupable. Évitant soigneusement de s'en prendre au cardinal Ray, le préfet s'était contenté de détourner le regard. Dans un message daté du 15 janvier 2026, Fernandez écrivait textuellement à Ray qu'il s'en remettait à son jugement pour les questions administratives, ajoutant qu'il valait mieux laisser dormir l'eau qui dort. 5 mots dévastateurs, capables de briser une carrière. Le pape Léon XIV avait découvert cet échange à peine quelques heures avant la réunion du Conseil des cardinaux. Il l'avait relu 3 fois, sentant la colère monter en lui. Ce n'était plus une simple affaire de gros sous, c'était le retour de cette culture de l'omerta qui rongeait l'institution depuis toujours. Cette loi du silence stipulait qu'on ne dénonçait jamais un frère cardinal pour préserver à tout prix le cercle des initiés. Si Fernandez n'avait violé aucune loi civile, il avait bafoué un principe sacré pour Léon XIV, celui du devoir moral d'agir face au mal. Le cardinal américain O'Malley a résumé la situation en soulignant qu'il faisait face à 2 problèmes majeurs, un voleur et un témoin silencieux. Nous en avons 3, rectifia le pape, car il faut ajouter le prédécesseur qui savait tout, mais a choisi de se taire. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Après 4 heures de débat tendu, une stratégie imparfaite mais nécessaire commença enfin à se dessiner. Cette feuille de route répondait directement aux valeurs de transparence et de vérité prônées par le pape Léon XIV depuis son élection. Le plan prévoyait 3 étapes cruciales. D'abord, confronter le cardinal Ray en secret pour lui offrir une chance de coopérer. Ensuite, transmettre les preuves financières au promoteur de justice du Vatican pour ouvrir une enquête criminelle officielle. Enfin, régler le cas de Fernandez lors d'un face-à-face tendu entre le pape et son préfet. C'est ainsi que le matin du 1er juin, le doyen de 92 ans fut convoqué au palais apostolique. Arrivé péniblement à 10 heures du matin, l'homme s'appuyait lourdement sur sa canne. Malgré sa chevelure blanche parsemée et ses mains tremblantes, son regard restait d'une vivacité redoutable, forgée par 60 ans d'intrigue au cœur de la curie. Le pape Léon XIV l'attendait dans sa bibliothèque privée, sans aucun témoin. « Giovanni », commença le souverain pontife, « mon respect pour votre longévité au service de l'Église est total. Sachez que mes paroles d'aujourd'hui ne sont pas dictées par le jugement, mais par le devoir. » Le vieux cardinal scruta longuement le visage du pape avant de poser ses yeux sur le dossier rouge posé sur la table. « Je comprends », murmura-t-il avec froideur. « Je savais que ce jour finirait par arriver, j'ignorais simplement quand. » Le pape ouvrit alors le dossier rouge pour y étaler les pièces à conviction, le rapport d'audit et la fameuse photo. On parle ici de 14 millions d'euros, Giovanni, placés dans des sociétés écrans à Malte et au Luxembourg,
ou investi dans l'immobilier en Calabre grâce à vos codes d'accès. Le cardinal Ray fixa les papiers sans ciller, sans la moindre protestation. Il resta de marbre, les mains croisées, plongeant la pièce dans un silence de près de 2 minutes. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix n'avait pas un tremblement. L'Église a ses propres règles que le monde extérieur ne peut pas saisir. Ses placements visaient à enrichir le Saint-Siège, rien de criminel à cela. « Vos méthodes étaient pourtant totalement illégales », répliqua fermement le pape. Mais le prélat balaya l'argument d'un revers de main, invoquant la souveraineté du Vatican face aux lois italiennes ou européennes. Il rappela que son devoir était de protéger les finances de l'État pontifical. « Robert, vous êtes bien jeune sur ce trône », ajouta-t-il avec condescendance. « Vous n'êtes là que depuis 13 mois, alors que je sers ce palais depuis 60 ans. J'ai vu des guerres et des complots qui auraient détruit n'importe quel autre État. Si l'Église a survécu, c'est parce que des hommes de l'ombre ont pris les décisions difficiles nécessaires. Mais l'institution n'est pas notre mission, Giovanni. Notre véritable mission s'adresse aux fidèles, à ce milliard d'âmes qui attendent de nous de l'honnêteté et de la décence. » Pour le vieux prélat, ce n'était là que de l'idéalisme naïf, un mirage par lequel tous les pontifes, de Jean-Paul à Benoît en passant par François, avaient commencé avant d'apprendre l'art de la dissimulation. L'affrontement dura 90 minutes. Face au choix proposé par le pape, collaborer et démissionner de son poste de doyen ou faire face à un procès public dévastateur, le cardinal Ray a choisi la rébellion silencieuse. Se levant péniblement, il s'est dirigé vers la sortie avant de lancer une ultime menace, lui promettant qu'il regretterait ce choix. Les réseaux d'influence qui soutiennent le doyen n'allaient pas tolérer un tel affront, mais le pape maintint son cap avec une assurance inébranlable. « Qu'il vienne me parler en personne, ma porte reste ouverte », rétorqua-t-il calmement, avant de voir le vieil homme franchir le seuil. Seul dans le silence pesant de sa bibliothèque, devant le crucifix de bois sombre, le souverain pontife s'interrogea sur ses prédécesseurs. Combien avaient reculé devant une telle tempête? Il décrocha finalement son téléphone pour joindre Alessandro De Carolis, son secrétaire particulier, avec une consigne claire. Annulez tous ses rendez-vous de l'après-midi, à l'exception d'un seul. Suivez-moi maintenant dans l'intimité du bureau papal, alors que débute la seconde confrontation de cette journée étouffante, une épreuve encore plus douloureuse. À 15 heures précises, le cardinal Fernandez a franchi le seuil, trahissant une immense nervosité en ajustant sans cesse son col romain. Invité à s'asseoir, il vit le pape faire glisser vers lui la transcription compromettante de son échange avec Ray. À la lecture de sa propre recommandation de ne pas réveiller l'eau qui dort, Fernandez devint livide. Ses explications furent coupées net par le pape, qui lui rappela sa passivité complice. Derrière les murs épais du Vatican, les justifications fragiles s'effondrent souvent face à la dure réalité des faits. Victor Manuel Fernandez tentait de se dédouaner en plaidant la complexité de la situation. Le cardinal Ray, doyen du Sacré Collège, était un vieillard de 92 ans, et lui-même n'avait aucun pouvoir décisionnel. Mais la réplique fut cinglante. Ce n'était pas une question d'autorité, mais un devoir absolu. En tant que cardinal et pilier de la curie romaine, Fernandez avait préféré étouffer un crime financier pour préserver l'image de l'Église, plutôt que de faire éclater la vérité. Tête basse, il confessa sa terreur de voir les réformes promises et la confiance des fidèles voler en éclats après le désastreux scandale du cardinal Béthiou. Pour le souverain pontife, une certitude demeure. Ce ne sont pas les révélations qui brisent la confiance du public, mais bien les secrets jalousement gardés. Observant silencieusement le cardinal de 61 ans assis en face de lui, le pape mesurait toute la complexité du personnage. Victor Manuel Fernandez était brillant, clivant, capable d'ébranler les dogmes théologiques et de susciter autant d'admiration que de haine à travers le monde. Pourtant, cette intelligence rare ne pouvait en aucun cas justifier sa lâcheté morale. La sanction tomba, froide et irrévocable. Il était démis de ses fonctions de préfet de la doctrine de la foi, avec effet immédiat, sous le regard embué de larmes de l'accusé. Cette mise à l'écart n'est rien d'autre que le prix inévitable de l'inaction face à une trahison flagrante. Aux yeux du pape, quiconque observe un crime en gardant le silence s'en rend complice, si ce n'est devant la justice des hommes, du moins devant celle de sa propre conscience. Perdu, le cardinal déchu demanda où il devait aller. La réponse fut une forme d'exil pastoral. L'archidiocèse de Buenos Aires
là où Fernandez avait jadis été l'étoile montante de la théologie argentine et s'était fait remarquer par un certain Jorge Bergoglio. Il y retournerait non pas en prince de l'Église, en habit de pourpre, mais en simple travailleur social de paroisse. Accablé, Fernandez se leva sans un mot. Sans chercher à négocier davantage, le prélat déchu se dirigea d'un pas lourd vers la sortie de la pièce. Sur le seuil, sans même se retourner, il murmura que l'histoire jugerait s'il s'agissait de justice ou de cruauté. Ce à quoi le souverain pontife répondit calmement qu'il préférait laisser la vérité guider ce jugement. Les 72 heures qui suivirent plongèrent le Vatican dans un chaos indescriptible. Le 2 juin, la salle de presse publia un communiqué laconique annonçant la démission du cardinal Rey de son poste de doyen pour des raisons de santé. 3 petites phrases bien lisses, sans la moindre allusion à une enquête financière ou à des fraudes massives. Derrière ce jargon bureaucratique se cachait une vérité explosive. Vous et moi savons combien le Saint-Siège pèse chacun de ces mots. Le document officiel admettait qu'un audit interne visait l'administration du patrimoine du siège apostolique. Au secrétariat d'État, la panique s'installa immédiatement et 2 prélats proches du cardinal Rey engagèrent des avocats l'après-midi même. Très vite, les agences Reuters et Associated Press lancèrent l'alerte, bientôt suivies par les journaux italiens. La Repubblica frappa un grand coup en publiant à sa une un titre ravageur sur le grand livre secret du Vatican. Le prestigieux journal Corriere della Sera ne tarda pas à enfoncer le clou en révélant, grâce à des informateurs anonymes au cœur de la curie, que ce départ était forcé. Dès le 3 juin, la crise prit une tournure encore plus dramatique, avec la fuite d'un cliché compromettant pris à l'hôtel Hassler. Diffusée par un site d'actualités italien, la photo fit instantanément le tour de la planète, diffusée en boucle sur toutes les chaînes d'information continue. Un détail obsédait les experts. L'anneau pastoral bien visible au doigt d'un 3e homme, dont le visage restait flou. Tandis que le standard du Vatican sautait, le porte-parole Matteo Bruni dut improviser 3 points presse en 48 heures. Face au micro des journalistes avides d'informations, le porte-parole répétait inlassablement des éléments de langage calibrés sur l'exigence de transparence voulue par le souverain pontife. En coulisses pourtant, la colère grondait. Le cardinal Rey n'avait aucunement l'intention de se laisser écarter sans réagir, malgré son grand âge. Sitôt sorti du bureau papal, il passa des heures au téléphone avec ses alliés de la curie, des journalistes dévoués et un canoniste de Milan. Son leitmotiv était limpide. Le pape agissait de manière irresponsable et déstabilisait l'institution. Le soir du 3 juin, une fronde menée par 7 cardinaux prit la forme d'un courrier confidentiel, mais d'une grande fermeté. Cette missive alarmiste dénonçait la précipitation des réformes en cours et suggérait au souverain pontife d'adopter une posture plus mesurée pour préserver les intérêts de l'Église. Les frondeurs exigeaient un respect scrupuleux des droits des prélats visés par l'audit. Dans la solitude de son cabinet de travail, le pape Léon XIV lut le texte, puis le posa calmement devant son substitut, Monseigneur Pennapara. 7 signatures d'hommes qui préféraient le statu quo à la vérité. Pour le pape, une stabilité bâtie sur le mensonge n'était qu'un effondrement à retardement. Conscient du danger, il prit alors la décision la plus lourde de son pontificat, en convoquant une assemblée extraordinaire. L'événement ne ressemblait en rien à un consistoire ordinaire ou à une réunion restreinte du Conseil des cardinaux. C'était une convocation exceptionnelle, sans précédent dans l'histoire moderne du Saint-Siège. Le pape ordonna à la totalité des 23 cardinaux présents à Rome de se réunir d'urgence dans la majestueuse salle Clémentine. Sous les fresques baroques célébrant le triomphe de la papauté, l'ironie de la situation pesait lourdement sur l'assistance silencieuse. Léon XIV fit son entrée en dernier, dépouillé de tout faste liturgique, vêtu de sa seule soutane blanche et de sa croix pectorale, marquant ainsi sa volonté de dépouiller la fonction de ses artifices politiques. Refusant de s'installer sur le trône surélevé qui l'attendait, le souverain pontife choisit de rester debout, au même niveau que son auditoire. Si vous et moi observons attentivement cette scène, nous comprenons la portée historique de ce geste. D'un ton calme, mais empreint d'une autorité naturelle, le pape expliqua à ses frères dans la foi qu'il leur devait l'entière vérité. C'est alors que débuta le grand déballage. Les sociétés écrans, les 14 millions d'euros volatilisés et le silence coupable de Fernandez. Il révéla même que le pape François avait choisi d'enterrer ces faits 7 ans auparavant. Sans aucun artifice dramatique, le souverain pontife s'exprimait avec la froide sérénité d'un homme résigné
à assumer pleinement les répercussions de ses actes. Reconnaissant la douleur de ces révélations pour l'Assemblée, il balaya l'idée qu'il aurait dû agir avec plus de prudence ou de sens politique. Son regard croisa un à un les yeux des cardinaux pétrifiés, avant de lâcher une phrase historique. Il n'était pas devenu pape pour gérer des scandales, mais pour y mettre fin. Une onde de stupeur divisa la salle, entre têtes basses et visages de marbre, alors qu'il annonçait l'ouverture imminente d'une enquête officielle sur les transactions financières du cardinal Ray. Cette procédure judiciaire sera menée en toute indépendance, sans que le bureau papal ou les départements de la curie n'interfèrent dans le processus. Si les preuves accumulées justifient des poursuites pénales, les coupables seront traduits en justice. Marquant une nouvelle pause, le pontife aborda ensuite le cas douloureux du cardinal Fernandez, coupable d'un manquement moral impardonnable pour n'avoir rien dit de ce qu'il savait. Son limogeage immédiat de la préfecture de la doctrine de la foi et son renvoi à Buenos Aires jetèrent un froid polaire dans l'Assemblée. Les cardinaux se dévisagèrent, conscients de vivre un instant historique et totalement inédit. Tout en reconnaissant avoir reçu la lettre de protestation envoyée la veille par certains d'entre eux, le pape tenait à fixer des règles d'une clarté absolue. Sa voix se fit soudainement plus tranchante pour affirmer que son pontificat ne serait pas jugé sur ce qu'il dissimule, mais sur ce qu'il choisit de révéler au monde. Face à 1 milliard de catholiques déçus par tant de promesses non tenues, le souverain pontife martela que le temps de la trahison morale et de l'hypocrisie était définitivement révolu, dès aujourd'hui. Il saisit alors le fameux dossier rouge posé près de lui et le brandit bien haut pour exposer le sceau officiel de la doctrine de la foi gravé sur sa couverture. Sous cette couverture cartonnée s'accumulent les preuves irréfutables de la corruption, de la négligence et de la lâcheté qui rongent les plus hautes sphères du Vatican. Le pape rappela avec gravité que ce dossier existait uniquement parce que des hommes d'influence avaient fait le choix lâche de se protéger eux-mêmes, plutôt que de servir le peuple de Dieu. Refusant d'ajouter son propre nom à cette liste d'infamies, il posa le dossier et quitta la salle Clémentina d'un pas ferme, sans accorder le moindre regard ni le moindre débat aux 23 cardinaux pétrifiés. Au-dessus de leur mutisme de plomb, les fresques triomphales de la voûte semblaient soudain bien dérisoires. Une lourdeur étouffante s'est abattue sur la pièce, pareille à une poussière retombant après le chaos. Dehors, sur la place Saint-Pierre, le soleil couchant teintait d'or la coupole de la basilique. Les touristes prenaient des photos, tandis que des enfants couraient entre les colonnes de Bernini. Aucun d'eux ne se doutait de ce qui venait de se jouer derrière les murs du palais. L'Église catholique venait pourtant de franchir un pas décisif qui allait redéfinir son avenir pour les décennies à venir. Mais le secret ne dure jamais. Vous et moi allons découvrir comment la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Et le pape Léon XIV venait de s'assurer que personne ne puisse l'étouffer. Cette nuit-là, dans le silence de sa chapelle privée, le souverain pontife s'est agenouillé seul dans la pénombre. À ses côtés, sur le banc de bois, reposait un dossier rouge contenant des secrets compromettants. Seule une bougie vacillante près de l'autel éclairait son visage marqué par la fatigue. Cet homme ne priait pas pour triompher ou obtenir réparation. Il priait pour cette Église qu'il aimait tant, pour le milliard d'âmes qui lui accordaient leur confiance, mais aussi pour ceux qui avaient trahi ce dépôt sacré. Il réclamait la force d'aller jusqu'au bout. Ses pensées ont dérivé vers son enfance à Chicago, vers sa mère et vers ce jour lointain de sa vocation. Aucun séminariste n'imagine un tel fardeau. Personne ne se projette assis seul à minuit dans une chapelle vide, serrant contre soi les preuves accablantes que ses plus proches collaborateurs sont des imposteurs. C'était pourtant sa mission, sa propre croix, et il était résolu à la porter. Car ce n'était que le début de l'affrontement. Le nouveau procès Becciu était fixé au 22 juin. L'enquête sur le cardinal Reux débutait à peine. Et la destitution de Fernandez allait provoquer des vagues sans précédent. Les 7 cardinaux signataires de cette lettre de fronde s'activaient déjà dans l'ombre. Ailleurs dans Rome, un homme de 92 ans, aux yeux d'aigle et aux mains tremblantes, passait de mystérieux appels. La tempête ne faisait que commencer. Abonnez-vous et partagez cette enquête pour que la vérité éclate enfin.